Bonjour à tous et merci, cher Thierry, pour votre accueil et pour l'organisation de cette conférence qui est toujours une grande réussite. Alors, comme je vais être amené dans la suite de la conversation, certainement à dire des choses inquiétantes et inquiétantes, je voudrais commencer par 2 ou 3 bonnes nouvelles, même si elles datent un peu. Quand on compare la situation actuelle avec ce qui existait il y a seulement une dizaine d'années, une première bonne nouvelle, c'est que tous les gens sensés reconnaissent le problème et sont d'accord avec les données scientifiques du problème. Quand je dis tous les gens sensés, évidemment, ça n'englobe pas tout le monde, mais je crois que et il y a des gens moins sensés et qui ont des positions importantes. Mais nous aurions eu cette discussion il y a 10 ans, il y a 15 ans. Un certain nombre auraient dit non, le réchauffement climatique n'existe pas, ou d'autres auraient dit si, il existe, mais il n'est pas dû à l'origine humaine. Maintenant, tout ça, je considère que scientifiquement, c'est derrière nous. Ça, c'est quand même une nouvelle très importante et qui a été déterminante dans la possibilité de tenir la COP21 et de la faire réussir. Bon. La deuxième bonne nouvelle, c'est précisément cette COP21 qui a fixé, puisque tous les pays du monde s'y sont engagés, quels étaient les objectifs. Bon, ils sont plusieurs, mais ceux qu'on a retenus, c'est ne pas dépasser une augmentation de 1,5 degré, voire 2 degrés à l'horizon 2100 par rapport à l'horizon pré-industriel, c'est-à-dire les années 1890-1900, donc des degrés. Deuxièmement, que chaque pays s'engage et que ces engagements soient périodiquement renouvelés et qu'ils aillent vers le haut, comme on dit en bon français, upwards. Et troisièmement, là, ça s'est ajouté petit à petit, qu'à l'horizon 2050, il y ait ce qu'on appelle une neutralité carbone. Bon, donc les objectifs, ils sont fixés. Et tout le problème maintenant est un problème d'implémentation, d'application. La troisième nouvelle positive, c'est que dans une large partie de l'opinion mondiale, ces objectifs sont partagés, même si c'est davantage sensible auprès de l'opinion dans des pays riches que là où il y a encore beaucoup de monde à sortir de la pauvreté. Donc il y a un accord assez large de l'opinion. Et dans le monde des entreprises, même si toutes les entreprises, les dirigeants d'entreprise ne sont pas encore tous convaincus, il y a quand même une prise de conscience et une évolution assez importante. Bon. Et puis, dernière nouvelle positive, il y a une évolution technologique qui fait que les énergies renouvelables, qui sont quand même une des grands éléments de la solution, coûtent moins cher qu'avant, il y a des progrès techniques. Donc, tout ça est à mettre du côté positif. Mais, et le mais est avec un grand M, tout cela n'empêche pas que par rapport à ces objectifs qui sont maintenant acceptés par tout le monde, notamment en théorie, nous ne sommes pas du tout dans les clous. Pas du tout. Le problème, vous le savez, ce sont les émissions de CO2 et les émissions de CO2 qui devaient commencer à s'inverser ne s'inversent pas. Et les travaux récents du GIEC, du groupement des experts internationaux, a montré que nous n'allons pas du tout, sur la pente actuelle, vers les plus 1,5 degré, ni vers les 2 degrés, mais selon les modèles, beaucoup plus vers quelque chose qui se situe entre 3 et 4 degrés de plus, et dans certains modèles, avec des phénomènes d'emballement jusqu'à 6 et 7 degrés. Ce qui, évidemment, a des conséquences apocalyptiques que je n'ai pas besoin, devant ce public averti, de décrire. Et donc la situation est effroyablement inquiétante.
Alors, quand on a dit ça, quelles conséquences en tirer pour inverser la donne et faire qu'on aille vers, non pas le maintien de la planète elle continuera d'exister, même si elle est défigurée, abîmée, mais vers des conditions de vie décentes pour une partie très majoritaire pour toute l'humanité. Alors que l'un des traits du dérèglement climatique, c'est qu'il frappe d'abord les populations les plus précaires. Bon, je dirais, pour rester dans mon temps de parole, qu'il faut agir dans tous les domaines, qu'il faut faire agir tous les acteurs et qu'il faut utiliser tous les outils. Agir dans tous les domaines, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, on pense tout de suite à l'énergie, et on en parlera, bien sûr, mais ça signifie aussi l'agriculture, ça signifie très largement l'industrie, ça signifie les transports, ça signifie l'urbanisme. Tous les secteurs sont concernés. Car plus on travaille en matière d'environnement, plus on constate qu'à la différence de ce qu'on pensait il y a quelques années, il n'y a pas de secteur en matière d'environnement. Tout est interconnecté. La dégradation du climat va de pair avec la dégradation de la biodiversité et inversement. Et donc, il faut agir dans tous les domaines pour arriver à faire baisser les émissions de CO2. Ayant à l'esprit que les émissions de CO2 ont cette caractéristique qu'une fois que vous avez émis du CO2 dans l'atmosphère, il ne redescend pas, en tout cas pas rapidement. Et il y reste des années, voire des décennies. Alors, ce n'est pas la même chose pour le CO2, pour le méthane, etc. Mais gardons à l'idée qu'il y a un moment où on ne peut plus revenir en arrière, excepté les techniques de captation du carbone, mais qui sont encore assez largement rudimentaires. Donc, il faut agir dans tous les secteurs. Aucun secteur n'est à l'écart. Deuxièmement, il faut faire agir tous les acteurs. Alors, vous avez eu raison de citer les gouvernements, qui ont une responsabilité éminente. Parce que la charge des gouvernements, c'est tout de même de travailler normalement pour l'intérêt général, à la fois de leur pays et plus largement. Et par rapport à ce qui avait été décidé en 2015 à Paris, un certain nombre de gouvernements désormais manquent à l'appel. C'est là où la responsabilité, je suis obligé d'appeler un chat, du président américain est éminente et à certains égards écrasante. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec les personnes, au demeurant tout à fait respectables, qui, au moment où Donald Trump a pris sa décision de se retirer, ont dit que ça n'a pas d'importance parce que les sociétés américaines, les universités américaines, les villes américaines... Si, c'est très important. D'abord, parce que la décision du principal dirigeant de la principale puissance du monde, c'est important. Mais aussi, et je le constate, je continue à suivre ces sujets, parce que d'autres pays, d'autres dirigeants, voyant l'évolution américaine, disent bon, pourquoi est-ce que nous ferions des efforts? Ne croyez pas qu'au moment de la COP 21, en 2015, tous les pays ont signé avec enthousiasme. Non. Seulement, il y avait l'accord qui avait été obtenu entre l'Amérique du président Obama, la Chine du président Xi Jinping, l'Inde du Premier ministre Modi, l'Europe, le président français. Et à partir de ce moment-là, il était très difficile pour un pays de dire « ah bon, non ». Mais dès lors que le dirigeant, le principal dirigeant de la principale puissance du monde se retire, c'est tout à fait différent. Donc il y a une responsabilité gouvernementale, mais aussi les acteurs des régions et des villes, mais aussi, bien sûr, les entreprises. Alors, il y a des évolutions, mais je dirais d'un mot, elles ne sont pas suffisamment rapides, puisqu'on a affaire à une course contre la montre. Il ne s'agit pas de dire, eh bien moi, dans mon couloir, je fais quelque chose qui est positif. Il s'agit de lutter contre le temps. Et actuellement, ce n'est pas 1,5 degré ou 2 degrés, c'est 3, 3,5, 4. Et puis, tous les acteurs. Et puis, tous les outils. Alors, tous les outils, ça veut dire quoi? Là, je parle souvent du triangle que j'appelle le triangle TFJ. T, technologie. Il y a des développements technologiques sur lesquels il faut insister pour faire en sorte qu'il y ait moins d'émissions de carbone. Dans certains secteurs, ça a été fait.
pas dans tous et pas suffisamment, notamment dans le secteur qui est le vôtre, cher ami, il y a des efforts qui sont faits pour la séquestration du carbone, etc., des techniques nouvelles qui sont utilisées, mais pour le moment, elles ont du mal quand même à avoir une ambition suffisante pour retirer du carbone de l'atmosphère, ou faire en sorte que les émissions soient moindres. Donc, la technologie. Les finances. Il n'y a pas de projets qui peuvent se mettre en avant sans des finances. Or là, il faut bien distinguer, notamment dans les différentes sources d'énergie. Retenez ce chiffre qui est approximativement juste. Entre le charbon, le pétrole et le gaz, l'ordre de grandeur des émissions pour des unités comparables est de 3 pour le charbon, de 2 pour le pétrole et de 1 pour le gaz. Et en termes, non pas de flux, mais de stock, or, quand on a affaire à une problématique réelle, c'est toujours le stock qu'il faut garder, c'est le charbon, et singulièrement le charbon en Asie, qui est l'élément déterminant en termes d'émissions de CO2. C'est pourquoi Antonio Guterres, qui tenait récemment un sommet à New York sur ce sujet, a eu raison de dire, parmi les objectifs qu'il faut maintenant respecter, pas de nouvelles centrales à charbon à partir de 2020. Si la liste actuellement prévue des centrales à charbon en Asie se réalise, on peut oublier tout ce qu'on est en train de dire. Or, qui finance ces centrales à charbon? Essentiellement les financements chinois, les financements japonais et un peu les financements australiens. Ça ne veut pas dire que les autres énergies ne sont pas concernées. Le pétrole est éminemment concerné, qui, dans la suite des temps, a été un émetteur et reste un émetteur de CO2 très important. Le gaz est également concerné, mais le charbon. Donc j'ai dit tous les outils, ça veut dire les outils technologiques, les outils financiers, et je n'insiste pas à ce niveau, mais ce qu'on appelle la tarification du carbone et la piste efficace et intelligente pour faire en sorte qu'on intègre ce que, en jargon, on appelle les externalités négatives dans les prix et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, les émissions de carbone soient pénalisées alors qu'elles sont aujourd'hui plutôt encouragées par les subventions aux énergies fossiles. Et puis, les finances, et puis la justice. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que la justice vient faire là-dedans? La justice et la transition juste est très importante. On l'a vu en France avec l'affaire des Gilets jaunes, mais on le voit partout. En ceci qu'il y a une liaison étroite entre le problème climatique et la question des inégalités. Et il est illusoire de penser qu'on peut, sur des peuples, prendre des décisions très importantes dans ce domaine s'il n'y a pas des accompagnements sociaux et des accompagnements régionaux. Et donc la question de la transition juste est tout à fait décisive. Et j'ajouterai avant de terminer, parmi les outils à mettre en avant, il y a aussi l'outil du droit, qui pour le moment a été peu utilisé. Vous me direz, mais comment se fait-il que tous les pays du monde aient signé votre accord de Paris et qu'ils ne le respectent pas? Il y a quand même un problème juridique qui se pose. De la même façon qu'il y a 50, 60 ans, on a édicté un certain nombre de dispositions qui ne sont pas parfaites, mais qui ont permis d'avancer en matière de droits économiques, de droits sociaux, de droits de l'homme, de droits civiques, nous sommes en train de travailler sur des règles communes en matière d'environnement, qui serait une espèce de corpus qui permettrait d'avoir une égalisation des conditions de concurrence et pour les États, les citoyens comme pour les entreprises, de savoir exactement quels sont les droits et devoirs de chacun en matière d'environnement. C'est ce qu'on appelle le pacte mondial pour l'environnement. C'est quelque chose de pas facile, que certains États ne signeront pas, mais qui nous permettrait d'avancer. Donc tous les secteurs, tous les acteurs, c'est absolument indispensable. Et j'en arrive à ma conclusion. On me dit souvent, est-ce que vous êtes optimiste, est-ce que vous êtes pessimiste? Je réponds à aucun de ces deux termes, je suis volontariste. Ce qui est en cause, et je n'emploie pas des mots excessifs, c'est la capacité d'une grande partie de l'humanité à vivre dans des conditions décentes. Alors évidemment, il y a des logiques d'entreprise, et je ne voudrais pas, Patrick Pouyanné va prendre la parole, qu'on oppose
de logique en disant mais Patrick Pouyanné est tout à fait dans son rôle en défendant ses clients, ses actionnaires, ses investisseurs, ses salariés, et vous, M. Fabius, vous êtes dans votre rôle en défendant le droit et la vision mondiale. Non, tout ça est interpénétré. Désormais, les entreprises, il est clair qu'elles ont une responsabilité sociale et sociétale. Et nous, quand nous prenons nos décisions, nous devons aussi avoir à l'esprit, évidemment, la réalité économique. Mais, je termine par ces termes, Lévi-Strauss, sans d'ailleurs faire allusion au climat, dans Triste Tropique, a, vers la fin du livre, une phrase terrible. Il dit « Le monde a commencé sans l'homme », ce qui historiquement est exact. Et il continuera sans lui. La question est de savoir si on donne raison à cela. Et si nous ne remportons pas cette course de vitesse, ce qui signifie, avec toutes les difficultés que cela comporte, une augmentation de nos efforts, un changement qui aura bien évidemment beaucoup d'implications dans nos modes de vie à tous, à ce moment-là, il se pourrait bien que Lévi-Strauss ait raison, et moi je souhaite qu'il ait tort. Bien, merci beaucoup. Alors,